Tandis que, dans la politique intérieure française, inexorablement, se poursuivait la domination complète, vous savez, totale des affairistes. Ces mêmes puissances d'argent avaient fini par découvrir l'intérêt de ce que leur avait proposé Jules Ferry, c'est-à-dire la ruée française et mondiale, la ruée occidentale, sur les peuples sans défense afin de confisquer leurs biens. C'est en 90 que s'était constitué un comité de l'Afrique française. Et il faut que je vous dise, le texte même de leur rédaction, ils avaient dit, il va sans dire que le but du comité constitué est constitué dans une pensée purement patriotique. Un but absolument désintéressé, étranger à toute préoccupation d'affaires, et n'ayant d'autre souci que de servir la cause de l'influence française. Alors c'est très intéressant de voir quels étaient les membres de ce comité de l'Afrique française qui n'avaient aucune préoccupation d'affaires. C'était M. Jules Siegfried, l'industriel, enfin le négociant du Havre. C'était M. Hénard, qui était banquier à Lyon. C'était M. Louan, qui était manufacturier à Gien. C'était messieurs, comment ils s'appellent, Crouan et Permézel, respectivement président de la Chambre de commerce de Nantes et de Lyon. Et c'était M. Charles Roux, député centre-gauche naturellement, futur président de la transatlantique. Ça, en 90. Alors voilà que va se constituer aussi maintenant à la Chambre ce que l'on appelle le groupe colonial. Les noms sont intéressants. Les noms principaux, c'est Léoncey, l'éternel Léoncey, vous savez, Delcassé, ministre des Affaires étrangères, Deschanel, et un nouveau venu, dont vous entendrez souvent prononcer le nom par moi, qui s'appelle Eugène Étienne. C'est drôle qu'on ait oublié Eugène Étienne. C'est un homme extrêmement important pour le colonialisme français, au point qu'au banquet de l'Union coloniale de 1905, on saluera le fondateur et le chef aimé du parti, M. Eugène Étienne. La même année, on va constituer un ministère des colonies. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de ministère des colonies en France. C'est en 1994, ça que ça se passe. Le ministère des colonies, jusqu'alors, c'était un sous-secrétariat d'État qui était rattaché au ministère de la Marine. Et maintenant, on va faire un propre ministère des colonies. Cependant, le ministère des colonies ne régnera que sur les colonies proprement dites. Et les autres colonies qui s'appellent protectorats, vous savez, le protectorat jusqu'alors de Madagascar et le protectorat de la Tunisie, sera rattaché aux affaires étrangères. À cause d'hypocrisie, ce sont des nations étrangères. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors simplement ce sont des nations protégées. Mais il est bien intéressant de voir les termes du rapport de fondation de ce ministère des colonies. Il faut assurer à la France la compensation des sacrifices qu'elle a consentis pour la conquête de son empire. Jules Guesde, dès 1885, avait dit, voyons, qu'est-ce que c'est que le colonialisme? Ça se fait comment? Ça se fait au moyen du sang et de l'argent de la nation, de la collectivité. On commence par envoyer des soldats, c'est-à-dire les enfants du peuple. Ensuite, on envoie un peu d'argent pour les premiers travaux, enfin pour des routes, pour l'aménagement du port, des ports, c'est encore l'argent du peuple. Et puis après, ce sont des compagnies privées qui raflent tous les bénéfices. Alors maintenant, il s'agissait d'assurer à la France la compensation des sacrifices qu'elle a consentis. Quelle compensation? Eh bien évidemment, dans les colonies, on va mettre des impositions, enfin des taxes sur les noirs ou sur les jaunes. Ça rapportera un peu. Mais en réalité, comme je vous le dirai tout à l'heure par des citations exemplaires, les colonies coûteront toujours très cher à la métropole et ne rapporteront pratiquement rien à la métropole. Elles rapporteront à des groupes d'intérêt privés. Il faut savoir aussi que dans cette union coloniale, on est extrêmement indigné par ce comportement de l'extrême gauche que je viens de vous signaler. Clémenceau, lui aussi, Jules Guesde et Jaurès, naturellement, ne cessaient de dire que c'était un scandale. Alors, au banquet de 94, le président, qui s'appelait Mercey, je crois, va dire, on nous appelle des mercantis. Quelques mercantis, aurait dit M. Clémenceau. M. Clémenceau, or, il ne s'agit pas de mercantis. Il s'agit, dit-il, d'un groupe compact, puissant et chaque jour plus nombreux, d'hommes qui ont leur tradition de droiture et qui contribuent de manière exemplaire à la grandeur de notre pays. L'année suivante, il y a toujours le Mercey qui s'indigne. On croirait, à entendre certains, que dans ce pays, il n'y a d'honnêtes gens que les calomniateurs à gages, et de purs que les représentants d'un parti dont le seul orgueil est d'éveiller la haine, de susciter l'envie et d'offrir bénévolement aux soi-disant travailleurs, une merveille ça, hein, d'offrir bénévolement aux soi-disant travailleurs les richesses qu'ont acquises avec peine ceux qui, eux, ont effectivement travaillé. Mais vous savez, ils recevaient, ces messieurs, l'appui le plus considérable des ministres successifs des colonies. Il y avait Eugène Étienne, qui avait été sous-secrétaire d'État aux colonies avant la constitution du ministère, et puis il y aura ensuite Delcassé, et puis Deschanel. Alors il y aura un salut à Delcassé, ministre des colonies. Ce Delcassé, que nous avons vu lui-même offrir des concessions territoriales à quelques-unes de nos maisons, les plus anciennes et les plus recommandables. Nous l'avons entendu promettre de nous consulter sur les tarifs de douane. Tout cela est profondément satisfaisant, disant les membres de l'Union coloniale. Ce mot de profondément satisfaisant me rappelle
quelque chose que j'avais trouvé l'année dernière à propos de l'indemnité de guerre que Thiers avait versée à l'Allemagne. Vous savez que cette indemnité avait été versée grâce à des emprunts. Emprunts dont la Banque de France avait été tellement bénéficiaire qu'elle avait porté, je vous l'ai dit, son dividende de 80 à 300. Il y a une lettre à Thiers que j'avais publiée l'année dernière où le comité de régence de la Banque de France disait « Les mesures prises par le gouvernement sont profondément satisfaisantes ». C'est exactement le même mot. L'Union coloniale dit « Le ministère à notre égard est profondément satisfaisant ». Mais vous allez voir mieux, il y a Chautemps, qui aura un certain rôle à la fin de la Troisième République. Il y a Chautemps qui va dire, et il est ministre des colonies. Le ministre des colonies est tenu de se considérer avant tout, vous attendez bien, de se considérer avant tout comme un second ministre du commerce. Le commerçant, c'est pour lui que l'administration coloniale doit être faite. Ah ben c'est clair. Alors voyez, qu'est-ce qu'on faisait positivement? On avait commencé par reprendre la question de Madagascar parce que vous vous rappelez peut-être qu'elle avait été mal réglée. En 1883-84, on s'était jeté sur Madagascar, mais je vous avais dit, rappelez-vous, qu'on n'avait pas pu occuper réellement l'île parce qu'en 1885, les soucis de Jules Ferry avaient été tournés du côté de l'Indochine où ça tournait mal et avait abouti au demi-désastre de Langson. Il fallait reprendre les choses. Une île pareille, avec les gisements qu'elle pouvait posséder, puis avec toute l'exploitation qu'on pouvait tirer des indigènes, c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors on va envoyer ce qu'il faudra. On a envoyé un premier corps expéditionnaire en septembre 1994. C'est M. Eugène Étienne, qui a demandé des crédits pour, écoutez bien, pour achever la pacification. Ce mot de pacification servira beaucoup dans les affaires coloniales. Seulement, ça avait très mal tourné. Les soldats avaient été mal équipés, on n'avait pas fait des piqûres nécessaires, ils avaient eu la malaria. Le corps expéditionnaire était tombé dans une véritable débandade à cause de l'énormité du nombre des malades. Alors on va remettre ça, on va bombarder Tananarive au mois de septembre 95, et le 18 janvier 96, la France va annoncer qu'elle prend possession. Elle annonce au monde, je prends possession de l'île de Madagascar. Immédiatement, soulèvement. Alors je vous assure qu'on fait ce qu'il faut pour que le soulèvement soit réduit. La reine Rana Valo va être déportée en Algérie et le 6 août 1996, l'annexion de Madagascar est prononcée. Bon, voilà une bonne chose de faite. Maintenant, regardons du côté de l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, Eugène Étienne expliquait qu'il fallait que la France s'occupât toute l'Afrique du Nord. Et il expliquait volontiers qu'il y avait un grand axe à établir. Nous étions déjà à Alger, alors il fallait que les Français descendent jusque sur les côtes du golfe de Guinée, voilà pour nord-sud, et maintenant ouest-est. On était à Dakar depuis longtemps, Sénégal, alors il fallait traverser horizontalement, si je puis dire, toute l'Afrique pour aboutir peut-être, qui sait, jusqu'à Djibouti. Pour aboutir à Djibouti, il fallait traverser les positions anglaises, et vous allez voir que ça ne va pas tourner très rond. Alors on envoie les troupes nécessaires, il y a un certain commandant Joffre, oui, commandant Joffre, qui va devenir le général Sine Joffre, qui lui va s'emparer de Tombouctou. Tombouctou est au sommet de la boucle du Niger. Vous avez un général, le général Dodds, qui va poursuivre un malheureux qui s'appelait Béhanzin, qui était le roi du Dahomey. On va conquérir le Dahomey. Et je sais très bien, et je ne cacherai pas, qu'il y avait là d'horribles exploitations. Il y avait des haines tribales. Vous savez, il y avait une tribu qui exploitait l'autre tribu. Eh bien, on va régler tout ça par un asservissement tout simplement général. Et puis, il faut descendre maintenant du côté de l'Afrique équatoriale. Ce même monsieur Bourgeois dont vous avez parlé, Émile Bourgeois, qui a écrit ce manuel historique de politique étrangère qui est tellement dans la bonne ligne, dit « C'était un devoir pour la France que de porter la civilisation à ces contrées lointaines ». Alors on va faire de la pénétration d'abord à l'intérieur de ce qu'on appellera plus tard le Soudan français, ça c'est pas encore le Congo, puis on va descendre vers le Congo. À l'intérieur du Soudan français, il y aura un certain nombre d'expéditions si affreuses que le bruit en éclatera jusqu'en France même. Il y aura le scandale de l'expédition du lieutenant Voulet et du lieutenant Chanoine. Lieutenant Chanoine, très apparenté, son père était général. Ils se sont conduits de telle façon, saisis de je ne sais quel sadisme ou hystérie, enfin, ils coupaient des mains, ils tuaient des femmes, ils coupaient les seins. C'était tellement effrayant qu'il y a eu un mouvement de protestation en France. Eh bien, M. Émile Bourgeois, qui parle du devoir de la France de porter la civilisation à ses contrées, énumère le nom de ces officiers couverts de gloire qui ont bien servi la France, et il signale les valeureux efforts de XXX, plus, tranquillement, ils le disent, les valeureux efforts du lieutenant Voulet et du lieutenant Chanoine. Alors vers le sud, c'est le Congo, c'est le bassin du Congo. Et là, on va se heurter à une difficulté parce qu'il y a un monsieur, un affairiste de grande classe qui s'appelle le roi Léopold II de Belgique, qui a ses idées depuis longtemps sur le centre de l'Afrique, et il voudrait bien mettre la main sur ces richesses du bassin du Congo. C'était, je viens de vous le dire, un affairiste de grande classe, mais aussi c'était quelqu'un qui savait user du vocabulaire nécessaire. Alors, il avait d'abord, dans un premier texte, il n'était pas encore monté sur le trône, il n'était pas le roi, c'était en 64, c'est vieux, hein.
Et il avait indiqué l'intérêt des opérations coloniales en disant « C'est un moyen de placer nos capitaux de façon même plus avantageuse que dans les chemins de fer. » Mais maintenant qu'il est monté sur le trône, il va employer le vocabulaire requis, c'est-à-dire un vocabulaire humanitaire. En 1876, il a réuni, je cite, quelques personnalités qui, par leur voyage, leurs études, leur goût philanthropique et leur esprit de charité, se sont le plus identifiés avec, c'est une drôle de français, mais c'est comme ça, se sont le plus identifiés avec les tentatives d'introduire la civilisation en Afrique. Et un des projets qu'il va mettre sur pied, disait Léopold, c'est ceci, un de ces projets qui mérite au premier chef d'occuper les amis de l'humanité, une véritable croisade digne de ce siècle de progrès. Il faut, écrit-il, planter définitivement l'étendard de la civilisation sur le sol de l'Afrique centrale. Alors vous imaginez tous les affairistes qu'il a derrière lui. Il va y arriver à organiser en 1885 ce qu'il appelle comiquement l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo. Seulement c'est sa propriété personnelle. Un État indépendant avec son drapeau à lui, enfin pas de représentation diplomatique, mais un drapeau. Un drapeau bleu avec au centre une étoile d'or, je crois. Et puis le roi va se réserver, alors personnellement, à l'intérieur de l'État indépendant du Congo, ce qu'il appellera le domaine de la couronne. Ça représente 6 fois l'étendue de sa Belgique natale. 6 fois l'étendue. C'est estimé environ à 20 millions de dollars. Et finalement, le roi échangera son domaine, enfin vendra son domaine de la couronne à la Belgique. Le roi de Belgique vante à la Belgique, vante au Parlement belge, son État indépendant du Congo et son domaine de la couronne. Il a marchandé, mais il avait demandé 150 millions de francs, enfin l'équivalent de 150 millions de francs français. Il va finir par transiger à 100 millions, si bien qu'au mois de mars, oui, le 25 mars 1908, ça ne sera plus l'État indépendant du Congo, ça sera le Congo belge. Il avait utilisé, le Léopold II, un intrigant, un aventurier, un homme d'argent qui s'appelait Stanley, et il l'avait chargé de faire des prospections, d'avancer et de planter le drapeau de l'État indépendant le plus loin possible. Mais Stanley s'était heurté à quelqu'un que la France avait envoyé et qui est Savorgnan de Brazza. Eh bien, dans ces sombres, dans ces sinistres, dans ces lugubres histoires coloniales, il faut dire que Savorgnan de Brazza a une place particulière, exceptionnelle et noble. Savorgnan de Brazza, c'est un homme qui a pris au sérieux ces questions d'humanité et qui se dit, il y a là-bas les gens qui sont dévorés de tas de maladies, des gens qui sont évidemment soumis à l'esclavage, on pourrait y faire du bien. Vous vous rendez compte si Savorgnan de Brazza était estimé de l'Union coloniale, enfin c'était un gêneur, c'était un PIB épouvantable. Savorgnan de Brazza était tout de même arrivé à constituer un État du Congo, une colonie française du Congo, on l'avait le plus rapidement possible écarté, c'était naturellement les affairistes qui s'étaient jetés dessus, et on va voir au banquet 93 de l'Union coloniale, le secrétaire général adressé de très chaleureux remerciements au ministre des colonies qui s'appelait Delcassé, qui, écoutez, qui a résolu sans bruit la question des concessions. C'est ainsi que le 30 octobre 93, une seule compagnie, la compagnie du Haut-Ogooué, a reçu pour 30 ans, la libre disposition et jouissance pleine et entière de 11 millions d'hectares de forêt. La compagnie recevait du reste le droit d'assurer par ses propres moyens la sécurité de ces établissements, c'est-à-dire qu'on lui permettait d'avoir sa petite armée à elle. Il y avait d'abord ceux qu'on appelait les gardes régionaux, qui eux étaient payés par le gouvernement français. C'était des fonctionnaires, quoi. Ils portaient une chéchia rouge qui intimidait les Noirs. Mais à côté de ces gardes régionaux, armés par le gouvernement français, il y avait des travailleurs armés, c'était le mot, des travailleurs armés qui étaient payés par la compagnie et qui obtenaient le travail forcé des indigènes par les voies que vous pouvez supposer. Brazza obtient en 1905 d'être chargé d'une nouvelle mission au Congo. Par bonheur, il tombe malade au Congo, il revenait avec un rapport que nous connaissions qui était extraordinairement sévère contre les concessions, et il tombe malade et il meurt. Néanmoins, certains groupes de gens à la Chambre, des gens de gauche et d'extrême gauche, disent mais il faudrait tout de même revoir cette question des concessions. Enfin, c'est inadmissible que des concessions privées obtiennent des territoires aussi énormes que ces 11 millions d'hectares de forêt à un seul groupe financier. Alors à ce moment-là, menace des compagnies concessionnaires. Dans leur journal qui s'appelle La Dépêche coloniale, à la date du 13 janvier 1906, il y a un avertissement donné au Parlement. Cela pourrait, messieurs, vous coûter une centaine de millions de leur toucher à la concession. Comment coûter une centaine de millions? Naturellement, ces concessions se sont fait donner des garanties. L'État garantit leurs dividendes. Par conséquent, si jamais on veut toucher au régime des concessions, ils vont se retourner contre l'État et dire « Mais vous avez signé ceci. Alors si vous voulez nous retirer notre concession, vous serez obligé de nous payer des indemnités. Et ça coûtera au Trésor français à peu près, oui, d'ici 100 millions. » Du côté de l'Asie, maintenant, c'est l'Indochine qu'on va essayer d'exploiter au mieux.
Et le nouveau gouverneur qu'on a envoyé